Dan Kenner prit une gorgée de bourbon et attrapa son iPhone. Il avait reçu un message de sa femme lui annonçant qu'elle serait de nouveau en retard au travail et qu'il devait dîner seul. Dan était un homme qui aimait planifier les choses. Soucieux de sa santé, il décida de s'offrir un cheeseburger et de passer la soirée en compagnie du dernier roman de Lee Child, Jack Reacher, et d'une bouteille de bourbon de 13 ans que son beau-père lui avait offerte. Il gardait cette bouteille pour l'occasion idéale, et ce soir promettait d'être ce moment. Dan prit une autre gorgée de bourbon et posa la tablette sur la table d'appoint, savourant le liquide ambré d'une force de 111 degrés d'alcool tout en réfléchissant à sa situation actuelle. Kendall, la femme de Dan depuis 6 ans, faisait des heures supplémentaires depuis 6 mois. Au début de leur mariage, ils avaient convenu de verser chaque mois une somme égale sur un compte courant joint pour couvrir les factures et financer les vacances. Cependant, leur compte personnel d'épargne, courant et de retraite restaient totalement séparés, et aucun n'avait accès au compte de l'autre. En tant que salarié, le revenu de Kendall n'augmentait pas avec les heures supplémentaires, de sorte que, qu'elle travaille 40 ou 60 heures par semaine, ses gains restaient les mêmes. Étant donné que leur compte personnel était séparé, Dan ne savait pas si Kendall gagnait plus ou moins grâce à ses heures supplémentaires. Le montant que chacun versait sur le compte joint était nettement supérieur à ce qui était nécessaire pour les dépenses, et l'excédent avait considérablement augmenté au fil du temps. C'est Kendall qui avait insisté sur cette séparation des finances avant même qu'ils ne se marient. Lorsque Dan et Kendall s'étaient rencontrés, l'entreprise de Dan était en difficulté en raison d'une mauvaise conjoncture économique. Il y avait des semaines, voire des mois, où Dan choisissait de ne pas se verser de salaire. C'est la nature même d'être propriétaire d'une entreprise. Même le concierge est payé avant vous. Dan refusa de licencier ses employés et continua à puiser dans ses économies personnelles pour honorer une promesse qu'il s'était faite, personne ne perdrait son emploi. Il avançait dans la vie étape par étape, et chaque soir, lorsqu'il fermait ses ateliers, il se rappelait 2 choses, il avait un jour de plus et était plus endetté. Kendall gagnait un salaire respectable en tant que comptable à temps plein dans une entreprise du Fortune 500 et se tenait à distance des affaires de Dan. Elle craignait que son entreprise ne s'effondre pendant cette période et maintenait une distance prudente. Pendant ces années difficiles, Dan vivait de ses économies pour éviter de peser sur Kendall. Bien qu'il ait parfois eu du mal à remplir ses obligations envers leur compte commun, il parvenait toujours à verser sa part, persuadé que la tempête finirait par passer. Dan a non seulement survécu à la tempête, mais a fini par prospérer. La petite chaîne de 3 ateliers de réparation automobile qu'il avait hérité de son père s'était transformée, au cours des dernières années, en un réseau de 12 établissements. Au cours des 3 dernières années, il avait également acquis des options foncières qui lui permettraient d'étendre le réseau à 20 établissements. Tous les ateliers de réparation étaient rentables, mais Dan maintenait délibérément son salaire aussi bas que possible et réinvestissait chaque centime de profit dans l'entreprise. Chaque établissement était équipé d'un matériel de service, des pneus capables de monter et d'équilibrer des pneus de toute taille sur tout type de jantes, aussi exotiques soient-elles. Des outils de diagnostic de pointe permettaient à ces techniciens d'identifier et de corriger les problèmes de maniabilité sur presque toutes les voitures fabriquées en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, à l'exception de la France, car qu'ils aillent se faire voir avec leur Peugeot. L'entreprise de Dan était donc florissante. Le travail de Kendall se passait bien. Cela aurait dû être la période la plus heureuse de leur vie. Mais des fissures avaient commencé à apparaître dans leur mariage. Pour Dan et Kendall, c'était leur 2e mariage. La première femme de Dan était décédée après avoir été heurtée par une dame âgée alors qu'elle faisait son jogging matinal habituel. C'était un matin clair et ensoleillé avec une fraîcheur d'octobre dans l'air, due à l'éblouissement du soleil matinal. La dame âgée, qui se rendait à un rendez-vous chez le médecin, n'a pas vu Lizzie courir dans la rue. La ville réparait un ponceau endommagé et le trottoir était éventré, ce qui obligeait Lizzie à courir sur plusieurs mètres le long de la chaussée. C'est tout ce qu'il a fallu. 20 pieds maudits, 5 secondes de course et 2 vies fauchées. Lizzie ne le savait pas à l'époque, mais elle était enceinte de 4 semaines lorsque la voiture l'a percutée. C'était déjà la 2e tragédie dans la famille Kenner. La mère de Dan était décédée d'un cancer du poumon alors qu'il était encore au lycée, alors qu'elle n'avait jamais fumé une seule cigarette de sa vie. Lorsqu'elle a développé une toux persistante et a consulté un médecin, il était déjà trop tard. 8 semaines après le diagnostic, elle était partie. Plusieurs mois se sont écoulés avant que Dan ne puisse commencer à se remettre de la mort de Lizzie. Son père a nommé un directeur intérimaire à l'atelier que Dan dirigeait, lui laissant le temps de pleurer sa femme et l'enfant qu'il ne rencontrerait jamais.
Dan ne serait peut-être jamais sorti de cette période sombre si son père n'avait pas succombé à une crise cardiaque fatale, un soir, alors qu'il rentrait de son atelier. Cette tragédie a forcé Dan à mettre de côté sa douleur et à se concentrer sur l'entreprise. La subsistance d'autres personnes dépendait de lui. C'est à cause d'un malheureux accident que Dan a rencontré Kendall. Un apprenti mécanicien avait retiré le bouchon du radiateur sans attendre que le moteur refroidisse, et juste au moment où Dan passait, de l'antigel brûlant l'a éclaboussé à la poitrine, et il a dû se rendre aux urgences. La salle d'attente des urgences était remplie de la foule habituelle que l'on trouve dans la plupart des villes, des personnes avec des blessures à la tête, des overdoses, des symptômes de sevrage, et toute une série de blessures communément appelées par le personnel des égratignures, une abréviation pour « blessure due à la bière ». Le siège à côté de Dan était vide, et bien qu'il ait l'air d'avoir été aspergé d'un liquide verdâtre à l'odeur légèrement désagréable, il ne semblait pas menaçant. Une grande et belle brune, légèrement boiteuse, s'est approchée de Dan et s'est assise à côté de lui. La salle d'urgence était bondée, et ils savaient qu'ils allaient devoir attendre. Ils se sont raconté leurs blessures. Kendall s'était tordu la cheville en faisant son jogging après le travail et ils ont brièvement partagé des histoires sur leur vie. Il y a eu une attraction immédiate entre Dan et Kendall. Dan l'a invitée à dîner, et elle a accepté. Ils sont rapidement devenus proches et sont vite devenus un couple. Kendall avait divorcé de son premier mari en raison de violences émotionnelles et d'infidélité, et elle a dit à Dan dès leur premier rendez-vous qu'elle n'avait aucune tolérance pour les trompeurs. S'étant mariés 15 mois après leur rencontre, Dan a pris une gorgée de whisky et a réfléchi à son mariage. Comment allait cette vieille blague déjà? Nous sommes mariés et heureux depuis 5 ans. Malheureusement, nous nous sommes mariés il y a 6 ans. Pendant les premières années, Dan et Kendall ont été vraiment heureux. Ils riaient ensemble. Ils dansaient. Ils faisaient l'amour constamment. Ils appréciaient d'être ensemble. Les problèmes ont commencé après que Kendall a obtenu son MBA et a été débauchée de la banque où elle travaillait depuis l'université pour occuper un poste de comptable dans une entreprise du Fortune 500, celle pour laquelle elle travaille maintenant. Dan la soutenait. Il voulait que Kendall soit heureuse et réussisse. Le moment est arrivé où l'un des vice-présidents principaux devait prendre sa retraite, et le directeur principal dont dépendait Kendall était en lice pour le poste. Cela laissait le poste de directeur principal vacant, et Kendall sentait qu'elle avait de fortes chances d'obtenir une promotion. Elle devait juste montrer qu'elle voulait vraiment le poste. Après quelques mois, Dan a commencé à remarquer un changement. Kendall était devenue insatisfaite de lui. Rien de ce qu'il faisait ne semblait assez bien. Elle a commencé à parler de son travail avec mépris. Pour elle, il n'était plus qu'un mécanicien, un graisseur. Elle a commencé à se référer à lui avec dédain dans chaque conversation. Sa colère et son irritation constante envers son mari creusaient un fossé dans leur mariage. Kendall a commencé à faire de plus en plus d'heures supplémentaires juste pour rester loin de Dan. Et quand elle était à la maison, elle était toujours en train d'envoyer des SMS sur son téléphone. Mon Dieu, comme il détestait ce téléphone. Elle riait secrètement en lisant les messages entrants. Elle inclinait l'écran pour que Dan ne puisse pas voir à qui elle envoyait des SMS ni ce que disaient les messages. Elle a même commencé à dormir avec le téléphone sous son oreiller. Et puis c'est devenu violent. Kendall avait toujours eu un tempérament de feu et s'emportait facilement. Habituellement, cela se manifestait par une remarque acerbe ou une insulte cinglante adressée à quiconque l'avait provoquée. Elle se calmait généralement rapidement et faisait amende honorable lorsque son tempérament la dépassait. Et quand Dan était la cible de sa colère, ses remords conduisaient souvent à une nuit de sexe incroyable. Cependant, Dan a commencé à remarquer que ses accès de colère devenaient plus fréquents, duraient plus longtemps et ne se terminaient plus par du sexe, ce qui rendait auparavant son tempérament au moins un peu supportable. Il y a un mois, lors d'une dispute que Kendall avait déclenchée sans raison apparente, elle l'a giflé. En 6 ans de mariage, ni Dan ni Kendall ne s'étaient jamais frappés. Mais elle l'a giflé, et cela a ébranlé Dan jusqu'à la moelle. La gifle a même surpris Kendall. Elle s'est immédiatement excusée et a demandé pardon. Mais ensuite, il y a eu l'incident avec la tasse à café. Une semaine après la gifle, Kendall a crié sur Dan parce que le voyant de vidange d'huile s'était allumé sur sa BMW et qu'il ne s'en était pas occupé. Dan lui a expliqué, pour ce qui lui semblait être la 100e fois, que sa BMW était livrée avec un entretien gratuit pendant les 3 premières années, il était donc inutile qu'il change l'huile alors que le concessionnaire le ferait gratuitement. Kendall lui a crié dessus, « Change cette putain d'huile, espèce d'idiot !» Dan en avait assez de ces bêtises.
Je t'avais dit de ne pas acheter cette voiture, a-t-il rétorqué. Mais il fallait absolument que tu aies cette bagnole allemande hors de prix et peu fiable. Eh bien, maintenant que tu la possèdes, tu peux l'entretenir toi-même. Tu appelleras le concessionnaire BMW et tu réserveras l'entretien. C'est ton problème. Kendall est entrée dans une rage folle. Elle a attrapé une tasse de café et l'a lancée à la tête de Dan. S'il ne s'était pas esquivé, il l'aurait reçu en plein front. Il la fixa, abasourdi. Elle soutint son regard avec une expression vide, impassible, puis pivota sur les talons et s'éloigna sans prononcer un mot. Dan reprit une gorgée de whisky. Il perçut le bruit de la porte du garage qui s'ouvrait. Kendall était rentré. Dan prit son téléphone et envoya un message, suivi d'un email qu'il avait préparé à l'avance. Les deux étaient des doublons, adressés au même destinataire, contenant le même ensemble d'informations. Peu importait lequel arrivait en premier, ni même si un seul était transmis avec succès. Dan accordait de l'importance au plan de secours. Comme le chantait Tennessee Ernie Ford il y a longtemps, si la bonne ne t'attrape pas, alors la gauche s'en chargera. En traversant le salon, Kendall jeta un coup d'œil à Dan, confortablement installé dans un fauteuil, un verre de whisky à la main. Je vais me changer, et ensuite il faut que je me renseigne sur une activité bizarre sur le compte joint. Kendall n'attendit pas la réponse de Dan. Elle se dirigea directement vers la chambre. Quelques minutes plus tard, Dan entendit la douche s'ouvrir. Dan et Kendall avaient tous deux configuré des alertes dans leurs applications bancaires pour toute activité anormale sur le compte. Dan avait reçu les mêmes notifications par SMS qui perturbaient manifestement Kendall maintenant. Kendall. Il soupira, but une gorgée de bourbon et posa la tablette de côté, attendant son retour. Elle réapparut 15 minutes plus tard, vêtue d'un pantalon de yoga noir et d'un t-shirt blanc qui dévoilait son ventre. Elle s'assit sur le canapé en face de Dan. Ses cheveux mouillés étaient tirés en arrière après la douche, et bien qu'elle ne soit pas maquillée, elle était ravissante. Sa silhouette était mince et athlétique, couronnée d'une poitrine bonesse et qui, pour le moment, n'était pas entravée par un soutien-gorge. « Tu sais quelque chose concernant ces prélèvements sur le compte joint ?» demanda-t-elle. Il y avait une subtile inflexion accusatrice dans sa voix. Elle tendit son téléphone à Dan. L'application Airbank était ouverte, affichant l'activité sur leur compte courant joint. Le solde était de 12 $, alors que la veille encore, il affichait plus de 30 000. Dan acquiesça. 12 000, retirés par PDSC. C'est Pendragon Security Consultant. C'était pour les payer pour un mois de surveillance et de documentation de ta liaison avec ton patron. 18 000 par virement ACH à SKD. C'est la provision pour Solomon, Klein et Davis, mes avocats spécialisés dans les divorces. Il but une gorgée de son bourbon et observa calmement la réaction de Kendall. Les larmes lui montèrent aux yeux, et sa bouche s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau. Son visage devint rouge écarlate, et pendant un moment, Kendall sembla complètement muette. Dan observa les émotions traverser son visage. La peur se transforma en tristesse, qui se mua en colère, puis redevint de la peur. Elle semblait immobilisée, paralysée, jusqu'à ce que Dan lève son verre pour reprendre une gorgée de bourbon. Ce n'est qu'alors qu'elle sembla se décider sur ce qu'elle allait dire. Ça ne voulait rien dire, déclara Kendall. Je me suis juste retrouvé piégé dans quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Je vais y mettre fin immédiatement. Je ne veux pas divorcer. N'as-tu pas dit une fois que tu ne pouvais pas supporter les infidèles? Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Demanda Dan. Si jamais tu me trompais, je divorcerais, rétorqua Kendall, en regardant ses mains serrées sur ses genoux. Ça a l'air d'un plan intelligent, dit Dan sèchement. Je ne veux pas divorcer, répéta Kendall. Et qu'est-ce que tu pensais qu'il se passerait quand je découvrirais la vérité? Demanda Dan. Je ne pensais pas que tu le ferais, admit Kendall. Honnêtement, je pensais que l'affaire se terminerait simplement, et que nous reviendrions à la normale, et que le manque de respect, la colère, la violence. J'étais censé tout oublier, et je ne t'ai jamais manqué de respect, et il n'y a pas eu de violence, déclara Kendall, sa voix s'élevant légèrement alors qu'elle réfutait les accusations de Dan. As-tu couché avec lui dans notre lit? Demanda Dan. Kendall halta, et la couleur quitta son visage. Oui, dit-elle doucement. Mais je n'avais pas l'intention de te manquer de respect. Oh, eh bien, alors tout va bien. Si tu n'avais pas l'intention de me manquer de respect, alors je suppose que c'est tout à fait acceptable, dit Dan avec un ton tranchant dans la voix.
Tu as couché avec ton amant dans notre lit conjugal, dans notre maison conjugale, et tu ne considères pas ça comme un manque de respect? Et tu affirmes qu'il n'y a pas eu de violence? Dan laissa échapper un rire sardonique. Tu m'as giflé et tu m'as lancé une tasse de café à la tête. Alors oui, ça constituait de la violence. Nous pouvons surmonter ça. Je ne veux pas divorcer, insista Kendall. Nous pouvons arranger ça. Je vais nous inscrire à une thérapie de couple. Dan secoua la tête. Le problème n'était pas notre mariage. C'était ton infidélité. Je suis d'accord pour dire qu'une thérapie est nécessaire, mais pas pour réparer notre relation. Il faut que tu règles ce qui est brisé en toi. Si ton petit ami était libre, tu serais parti avant la fin de sa première cigarette. Il ne va pas divorcer. Donc je suis ton plan B. Eh bien, que ça aille au diable. Je ne veux pas divorcer, réitéra fermement Kendall. Tu changeras d'avis, affirma Dan avec un sourire amer. Le téléphone de Kendall avait vibré avec des notifications pendant toute leur conversation, mais elle les ignorait, fixée sur Dan, lorsqu'un appel entrant se matérialisa. Elle baissa les yeux sur l'écran, visiblement agacée. Tu devrais probablement répondre, dit Dan. Kendall se leva et se dirigea vers la chambre principale pour un peu de solitude. Alors qu'elle s'éloignait, Dan récupéra son propre téléphone, accéda à quelques applications et appuya sur Envoyer. Il pouvait entendre la voix étouffée de Kendall dans la pièce voisine jusqu'à ce qu'elle crie brusquement « Qu'est-ce qu'il a fait ?» Quelques minutes plus tard, Kendall revint dans le salon. Son visage était rouge écarlate, et ses yeux étaient plissés de fureur. « Tu as informé sa femme. Tu as putain d'informer sa femme, hurla-t-elle. Comment oses-tu essayer de détruire son mariage? Tu n'en avais pas le droit. Ils ont 2 petits garçons. Comment peux-tu la détester si profondément? Espèce d'ordure pathétique. Misérable tas d'excréments. Je ne te pardonnerai jamais de lui avoir fait du mal de cette façon. Dan regarda Kendall, déconcerté. Alors, laisse-moi bien comprendre. Tu ne le trouves pas pathétique, lui, de tromper sa femme, mais moi, je le suis pour l'avoir informé qu'il trompe. C'est d'une logique tordue, ma chérie. Tu ne trouves pas que toi et ton petit ami êtes des tas d'excréments misérables pour avoir menti et trompé vos conjoints, mais moi, je suis l'antagoniste pour avoir révélé la vérité? Dan secoua la tête et laissa échapper un rire sec. En essayant de comprendre la nature de l'infidélité, il avait récemment parcouru la logique déformée des tricheurs. Mais la voir se dérouler chez sa propre femme était une folie totale. C'est entre toi et moi. Tu n'avais pas le droit de t'immiscer dans leur mariage, cria Kendall, le visage maintenant rouge de rage. Ton petit ami n'a eu aucun scrupule à s'immiscer dans mon mariage, répondit calmement Dan. Donc je n'ai aucun scrupule à m'immiscer dans le sien. S'il trompe sa femme avec une collègue, on ne peut pas savoir avec combien d'autres femmes il trompe. Elle mérite l'opportunité de se protéger et de se faire dépister pour les MST. Il n'est pas comme ça. Et il est clean. Étant donné que la première chose que tu fais quand tu rentres du travail tard, c'est de sauter sous la douche, je suppose que tu as des rapports non protégés avec lui. Tu devrais te faire dépister, toi aussi. Je me suis fait dépister moi-même juste par mesure de sécurité. Même si nous n'avons pas eu de rapport depuis que tu as commencé ton aventure? Kendall fixa son mari, choqué. Il était au courant depuis des mois, et il avait agi comme si tout allait bien tout en engageant secrètement des détectives privés. Qui était cet homme? Tu voulais juste te venger. Tu es pathétique, déclara Kendall. Dan perçut une fois de plus son téléphone vibrer avec des notifications entrantes. Des notifications qu'elle ignorait tout en lui lançant des insultes. Quand elle s'arrêta pour reprendre son souffle, le téléphone commença à sonner. Tu devrais probablement répondre, répéta Dan, buvant une autre gorgée de bourbon. Kendall se dirigea une fois de plus vers la chambre principale pour répondre à l'appel. Dan passa un appel rapide sur son iPhone et murmura quelques mots dans le combiné. Puis il accéda à une application d'enregistrement et appuya le téléphone contre la lampe sur la table d'extrémité à côté de sa chaise. Le téléphone enregistrait une vidéo de Dan pendant que la ligne d'appel restait ouverte, de sorte que la personne à l'autre bout pouvait percevoir tout ce qui se passait dans la pièce. Dan se recula, reposant ses bras sur la chaise, et attendit le retour de sa femme. Il n'eut pas à attendre longtemps. Kendall arriva pratiquement en volant dans le salon. « Tu as posté ça sur les réseaux sociaux, hurla-t-elle. Tu l'as téléchargé et tagué tous mes amis et ma famille.
Tu as tagué le pasteur Riley? Eh bien, oui, répondit Dan. Mais pour être équitable, je l'ai aussi posté sur ton réseau professionnel pour que tous tes collègues puissent l'observer également. Kendall cria de frustration et de rage, puis lança son téléphone à la tête de Dan. Il ferma les yeux alors qu'elle reculait pour le lancer, se préparant à l'impact. Quand il frappa, c'était bien plus fort qu'il ne l'avait anticipé. Il faillit perdre connaissance lorsque le téléphone frappa son front, mais il réussit à garder son sang-froid. Il était conscient qu'elle ferait quelque chose, et rester assis, résistant à l'envie de riposter contre cet adultère, était l'un des exploits les plus ardus qu'il ait jamais accomplis. Kendall bondit à travers l'espace qui les séparait et commença à le frapper au visage. Dan sentit sa lèvre s'ouvrir, et le goût métallique du sang envahit sa bouche. Elle le frappa au nez, et sa vision se brouilla un instant. Finalement, il en est arrivé au point où il a cessé de s'asseoir en se protégeant avec ses bras et a préféré lever les mains pour se protéger le visage tandis qu'elle continuait à le frapper. Kendall hurlait, « Je vais te tuer, espèce de salopard. Je vais aller chercher l'arme et te faire sauter cette putain de tête. » Finalement, Dan s'est levé, s'est calmement reculé de quelques pas, l'a doucement repoussé et a positionné le canapé entre eux. Si l'opérateur du 911 avait fait son travail correctement, il ne faudrait que quelques minutes avant qu'une voiture de patrouille n'arrive. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Kendall fixait Dan avec des yeux remplis de haine, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de profondes et rapides inspirations. Il était évident qu'elle s'efforçait de calculer la meilleure façon de l'atteindre, par la gauche, par la droite, par-dessus le canapé. Avant qu'elle ne puisse se décider sur un plan d'attaque, la sonnette a retenti. « Tu devrais probablement aller ouvrir, » a dit Dan, sa voix calme et sans émotion. Kendall a plissé le nez et plissé les yeux, fixant Dan. Elle a hésité un instant, puis a pivoté sur ses talons et s'est dirigée vers la porte d'entrée. Elle l'a ouverte brusquement et a découvert 2 policiers. Elle leur a parlé, jetant des coups d'œil à Dan toutes les quelques phrases. Ils étaient trop loin pour que Dan puisse discerner la conversation à voix basse. Il a observé Kendall gesticuler sauvagement et pointer dans sa direction. Dan a regardé Kendall s'écarter, permettant aux agents d'entrer dans la maison. Elle a guidé l'un des agents devant le salon et vers la cuisine. Le deuxième agent s'est approché de Dan. « Monsieur Kenner, je suis l'agent Diaz, et mon collègue est l'agent Agnew. Votre femme prétend que vous avez été violent envers elle ce soir. Pourriez-vous nous expliquer ce qui se passe, s'il vous plaît? L'avez-vous agressée physiquement? » Dan a secoué la tête. « Non. J'ai confronté ma femme à propos de son infidélité. Elle m'a attaqué. » Dan a montré son visage. Il pouvait sentir le sang provenant du téléphone qui l'avait frappé, et sa lèvre était visiblement fendue. « C'est moi qui ai appelé le 911. Elle est devenue de plus en plus agressive ces derniers temps. Il y a un mois, elle m'a giflé, et une semaine plus tard, elle m'a lancé une tasse de café à la tête. Je l'ai esquivé, mais si je ne l'avais pas fait, j'aurais fini aux urgences. J'ai enregistré l'incident de ce soir. Voulez-vous voir la vidéo? » L'agent Diaz a manifesté un intérêt certain à voir l'enregistrement. Dan a tapé plusieurs fois sur son iPhone, puis l'a tendu à l'agent. L'agent Diaz a examiné silencieusement les images, haussant les sourcils au moment où Kendall s'est jeté sur Dan. L'agent a jeté un regard sceptique à Dan. Il semble qu'il y ait eu une forme d'échange avant que l'enregistrement ne commence. Est-ce que quelque chose a été dit qui aurait pu envenimer la situation? Dan a haussé les épaules. Elle a découvert qu'un détective privé la suivait depuis un mois et que j'avais envoyé les conclusions à la femme de son amant. Elle n'était pas précisément ravie. L'agent a souri. Vous ne faites jamais les choses à moitié, n'est-ce pas? Comme quelqu'un l'a dit un jour, je me ferai un chemin vers l'avant avec les flammes des ponts qui brûlent derrière moi. D'accord, Dylan McKay, a dit l'agent en secouant la tête avec un sourire. Son collègue est sorti de la cuisine et les deux ont brièvement conféré. Le deuxième agent a fait un signe de tête vers Dan et a secoué la tête. L'agent Diaz a montré la vidéo sur le téléphone de Dan à son collègue. Son collègue a levé les yeux au ciel et a secoué la tête. Le récit des événements de Kendall était complètement différent, mais elle n'était pas au courant qu'elle était enregistrée. L'agent Diaz est revenu vers Dan. Nous arrêtons votre femme pour violence conjugale et menaces terroristes. Je vous suggère de demander une ordonnance restrictive. L'agent Diaz a ouvert la porte d'entrée pendant que son collègue escortait Kendall hors de la cuisine, les mains menottées dans le dos. Elle pleurait et commençait à faire de l'hyperventilation. Dan,
ne les laisse pas me faire ça. S'il te plaît. Si tu m'as déjà aimé, fais en sorte qu'il me laisse partir. Je te promets que je serai sage. Dan a levé les yeux au ciel et s'est tourné vers l'agent, qui lui a tendu une carte de visite. Mon adresse email est sur la carte. Veuillez m'envoyer une copie de la vidéo. Après le départ de la voiture de patrouille, Dan a appelé son avocat, Dwight Solomon. Ça s'est passé exactement comme je l'avais prévu. Ils l'ont arrêté et emmené en prison. Reste calme, Dan. Si elle se pointe demain, tu sais ce qu'il faut faire. Le lendemain matin, alors que Kendall quittait le palais de justice accompagné de ses parents, elle a été arrêtée par une blonde d'une vingtaine d'années qui mâchait du chewing-gum. « Excusez-moi » a dit la jeune femme, se mettant sur le chemin de Kendall. « Êtes-vous Kendall Kenner ?»« Oui » a répondu Kendall Kenner, qui était épuisé, affamé et irrité. « Qui êtes-vous ?»« Vous avez été notifié » a dit la blonde, en tendant une enveloppe à une Kendall choquée. Elle a fait claquer son chewing-gum, a tourné le dos à Kendall et s'est éloignée. « C'est quoi ce bordel » a crié Kendall après elle. « J'en sais rien, je m'en fous » a répondu la blonde par-dessus son épaule. « Mais je dirais que t'es probablement dans la merde, quoi que ce soit. » Kendall déchira l'enveloppe avec rage et lut ces mots, requêtant dissolution de mariage. « Ce salopard » cria-t-elle à ses parents. La matinée avait été rude. Kendall avait été réveillée tôt et transférée de sa cellule de prison à une cellule de détention dans une autre partie du palais de justice. Elle y resta assise pendant plus d'une heure avant de finalement rencontrer son avocat. La veille, elle avait eu droit à un appel téléphonique. Elle avait appelé ses parents, qui avaient immédiatement commencé à laisser des messages vocaux à divers cabinets d'avocats, dans l'espoir de trouver quelqu'un pour la représenter le lendemain. Ils avaient engagé le premier avocat qui avait rappelé ce matin-là et avait reçu l'assurance que Kendall serait représentée à l'audience. Le juge avait fixé la caution de Kendall à $10 000, ce qui signifiait qu'elle devrait soit payer la totalité de la somme, soit verser 10% à un cautionneur et garantir le reste avec des biens en garantie. Le juge avait également émis une ordonnance restrictive lui interdisant de contacter son mari ou de se présenter à son domicile ou sur son lieu de travail. Elle devrait coordonner avec son avocat pour récupérer ses affaires à la maison. L'avocat de Kendall avait soulevé une objection jusqu'à ce qu'on lui montre des photos des blessures de son mari. L'objection fut retirée. En quittant le palais de justice, les parents de Kendall l'emmenèrent directement dans un McDonald's à proximité. Elle avait été enregistrée à la prison du comté de Denton trop tard pour le dîner, et les gardiens l'avaient réveillée tôt pour sa comparution devant le tribunal, de sorte qu'elle avait également manqué le petit déjeuner. La veille au soir, Kendall n'avait pas non plus dîné, préférant passer la soirée au lit avec son patron, Tony. Elle avait prévu de prendre des restes dans le réfrigérateur en rentrant chez elle, mais ce plan était manifestement tombé à l'eau. Maintenant, elle se demandait comment les choses en étaient arrivées là. Elle et Tony venaient de terminer leur deuxième round de sexe lorsqu'une notification d'alerte avait retenti sur son téléphone. Pendant que Tony somnolait à côté d'elle, elle avait vérifié, s'attendant à un message de Dan. Au lieu de cela, elle avait vu une alerte de solde faible de la banque. Elle avait rapidement ouvert son application bancaire et avait immédiatement constaté qu'il ne restait que quelques dollars sur leur compte courant juin. Cet après-midi-là, 2 retraits par chambre de compensation automatisée avaient été enregistrés, l'un de $12 000, l'autre de $18 000. Une recherche rapide sur Google des bénéficiaires n'avait rien donné. Kendall comprenait que cela pouvait signifier qu'ils avaient été piratés ou que la banque avait commis une erreur. Kendall était une femme intelligente. Elle comprenait également que cela pouvait signifier que Dan avait découvert sa liaison et avait vidé le compte. Pourtant, elle n'y croyait pas. Elle connaissait son mari, et elle savait qu'il n'avait pas peur de la confrontation. Si Dan la soupçonnait de tromperie, il aurait dit quelque chose. Dan Kenner n'était pas le genre d'homme qui ignorait des choses comme ça. Elle le savait. Et pourtant, la voilà, allongée à côté de son patron dans un motel miteux après un sexe impressionnant uniquement par sa médiocrité. Ce n'était pas la première fois qu'elle se demandait ce qu'elle faisait là. Les choses avaient toujours été faciles pour Kendall. Elle avait toujours été la fille la plus jolie et la plus intelligente de la classe. Elle était rarement la plus populaire, et bien que les autres filles ne lui fassent pas confiance très tôt, elle avait appris à utiliser sa sexualité comme une arme, et elle la maniait sans hésitation. Elle ne sortait jamais avec des garçons de son âge, seulement avec des hommes qui avaient obtenu un diplôme universitaire et avaient de bons emplois. L'université avait été une répétition du lycée. Si elle avait des difficultés avec ses cours, elle couchait avec le professeur.
Les hommes et les femmes voulaient être avec Kendall. Elle avait obtenu son diplôme en 4 ans avec un diplôme en finance. Elle avait envisagé de faire des études de droit, mais savait qu'elle n'était pas une étudiante suffisamment forte. On ne peut pas se frayer un chemin au lit à travers des études de droit. Pour Kendall, sa liaison actuelle avec Tony Guillet, le directeur principal auquel elle rendait compte, ne signifiait rien. C'était simplement un moyen d'atteindre un but. Si elle pouvait profiter d'un peu de sexe récréatif en cours de route, et de ce que son ancien amant avait appelé du sexe sportif, tant mieux. C'est au cours de sa 2e année à Chase Bank qu'elle avait rencontré Kyle Evans. Kyle était venu dans sa succursale dans le cadre d'une enquête sur une possible activité de blanchiment d'argent liée à un trafiquant de drogue présumé. Kyle était affecté à l'unité des opérations spéciales du bureau du shérif du comté de Denton, et ses longs cheveux, sa moustache et son attitude décontractée l'avaient immédiatement excité. Elle l'avait audacieusement invité à boire un verre, et à la fin de leur premier rendez-vous, ils étaient au lit ensemble. Pour Kendall, le sexe était époustouflant, et elle était devenue obsédée par Kyle. 2 mois plus tard, ils avaient emménagé ensemble. 1 an après cela, ils s'étaient mariés. Pour Kendall, la vie conjugale avait été une révélation. Elle aimait Kyle et voulait faire tout ce qui était en son pouvoir pour lui plaire. Qu'il s'agisse de tâches ménagères ou de sexe, cela n'avait pas d'importance. Kendall et Kyle étaient parfaits ensemble, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Ils étaient mariés depuis 4 ans et essayaient activement d'avoir un enfant. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas eu de chance, mais ils appréciaient l'effort. Au milieu de leur 4e année de mariage, Kyle s'est vu offrir une place dans un stage de formation de 4 semaines organisé par le Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu. Bien qu'il serait absent pendant 1 mois, suivre une formation de l'ATF augmenterait considérablement ses chances de promotion. Accepter fut une décision facile. Pendant la première semaine de l'absence de Kyle, Kendall s'est senti seule, mais de manière gérable. La 2e semaine a été plus difficile. Ses hormones combinées à la solitude l'ont laissé se sentir de plus en plus excitée. À la fin de la 3e semaine, Kendall grimpait au mur et se masturbait 2 fois par jour. Pendant la 4e semaine, elle a accepté de sortir boire un verre avec Bill Williams, connu sous le nom de Bill au carré, ou plus souvent, simplement Carré, un ancien collègue de son mari du département du shérif du comté de Denton. Kendall ne savait pas exactement ce qui avait causé la brouille entre eux, mais elle savait qu'ils n'étaient plus amis. Elle a accepté son invitation à boire un verre avec l'idée vague qu'elle pourrait peut-être aider à réparer la brèche. De plus, c'était un bel homme, et elle était seule. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Kyle, quant à lui, excellait dans sa formation ATF. Il était en tête de la classe, ce qui comptait beaucoup car, lors de la dernière semaine, l'étudiant le mieux classé était autorisé à passer l'examen final 3 jours plus tôt. S'il réussissait, il pouvait partir plus tôt. S'ils échouaient, ils devaient rester jusqu'à la fin du programme. Kyle a réussi l'examen avec brio et, 3 heures plus tard, était dans un avion à destination de DFW, l'aéroport international de Dallas-Fort Worth, prêt à surprendre sa femme. Il était 4 heures du matin quand l'Uber a déposé Kyle devant sa maison plongée dans l'obscurité, juste dans l'allée. Il a immédiatement reconnu la voiture de son ancien partenaire, Carré. Le cœur de Kyle s'est serré comme un poing froid alors qu'il ouvrait la porte d'entrée et entrait dans la maison qu'il partageait avec Kendall. Il a laissé sa valise près de la porte et s'est tranquillement dirigé vers la chambre. La pièce était faiblement éclairée par la lumière émanant de la salle de bain principale. Carré était allongé sur le dos, complètement nu. Kendall était allongée sur le côté face à lui, son bras drapé sur sa poitrine, exactement comme elle avait l'habitude de dormir avec son mari. Kyle a sorti son téléphone et a commencé à filmer le couple endormi. Après 30 secondes de vidéo, il a pris quelques photos et a rangé le téléphone. Ensuite, Kyle s'est approché du côté du lit où dormait Carré, autrefois le côté de Kyle, et a joint ses mains, en entrelaçant ses doigts, et les a levés au-dessus de sa tête. De toutes ses forces, il les a abattus directement dans l'entrejambe de Carré. Le cri perçant qui s'est échappé de la bouche de Carré a tiré Kendall d'un sommeil sans rêve. En reprenant ses esprits, elle était effrayée et désorientée. Elle a vu Bill pleurer, se tenant l'entrejambe à 2 mains. Elle a vu son mari debout au-dessus d'eux, mais pendant un moment, son esprit n'a pas pu traiter ce qui se passait. Et puis tout s'est mis en place. Kendall a regardé son mari avec une expression terrifiée, commençant lentement à comprendre toute l'horreur de la situation. Son mari l'a regardé, le visage rouge de rage, en fixant son bientôt ex-femme. « Je serai de retour à 3 heures pour récupérer mes affaires.
J'aurai terminé à 6 heures. Ne sois pas là quand je serai là. Je ne serai pas responsable de ce que je ferai si je te vois, et tu ne vaux pas la peine d'aller en prison ou de perdre mon travail. Kyle a attrapé Carey par les cheveux et a tiré sa tête vers le haut pour le regarder dans les yeux. Espèce de déchet pathétique. J'envoie une copie de la vidéo à ta femme et aux ressources humaines. Tu peux démissionner dès aujourd'hui, car ta carrière est finie. Tout comme ton mariage. Kyle a donné un dernier coup de poing à son nez, pas assez fort pour le casser, mais assez fort pour le faire saigner abondamment. Puis il a fait volte-face et est sorti, hors de la maison et hors de la vie de Kendall. Kendall soupira, se souvenant de toute la douleur que Kyle avait ressentie à cause de sa trahison. Son mari, si fort, avait été dévasté, et elle craignait qu'il ne s'en remette jamais. Il avait rejeté toutes ses tentatives de le joindre. Il ne voulait ni la voir ni lui parler. Le divorce a été prononcé et ses parents sont restés fermement à ses côtés, lui assurant qu'elle n'était pas à blâmer. Kyle devait avoir été profondément cruel pour infliger un tel mal à Bill. Ce genre de cruauté aurait de toute façon fini par détruire leur mariage. Son histoire s'est lentement transformée en une histoire de négligence et de maltraitance, sa maltraitance. Kyle n'avait-il pas montré des tendances violentes lorsqu'il avait attaqué Bill? Alors que Kendall et ses parents continuaient de réécrire le récit, la présentant comme la victime, elle est devenue l'héroïne de sa propre histoire. Une femme courageuse qui a fait ce qu'elle devait faire pour échapper à la brute que son mari était devenu. Ce n'est qu'une seule fois que les mensonges de Kendall lui ont été renvoyés au visage. Elle faisait des courses chez Angstromès à Dallas lorsqu'elle s'est soudainement retrouvée face à son ex-mari. Il était avec une femme grande et mince aux cheveux roux et à la carrure athlétique. Elle lui paraissait vaguement familière. Elle poussait une poussette. Les yeux de Kendall s'écarquillèrent. C'était la première fois en 5 ans qu'elle voyait son ex-mari. « Salut. »« Ça. »« Salut, Kyle, » balbutia-t-elle. « Bonjour, Kendall, » répondit-il sèchement. Elle tendit la main vers la femme. « Bonjour, je suis Kendall. J'étais mariée à Kyle. »« Ah oui, j'ai entendu tout ce qu'il faut sur vous, » dit la femme en lui serrant la main. Kendall rougit à ce commentaire. « Je suis sûr que rien n'était bon. »« Une partie l'était, une autre non, » répondit la femme. « Je suis Corey Callaway, la femme de Kyle. Et voici notre fils, Kyle Jr. » Kendall baissa les yeux sur le bébé endormi. Le moment le plus pénible de sa journée, peut-être même de sa vie, fut de se forcer à sourire en contemplant la nouvelle famille de son ex-mari. C'est un bel enfant. Vous avez de la chance d'avoir épousé Kyle. C'est un homme bien. C'était agréable de vous revoir, Kyle. Kyle ne lui adressa qu'un regard froid et méprisant. Il prit la main de Corey, poussant la poussette, s'éloigna en direction du rayon homme. Quelques jours plus tard, en regardant le journal télévisé du soir, Kendall fut stupéfaite de réaliser que la présentatrice était la femme qu'elle avait vue avec Kyle. C'est pour ça qu'elle lui avait paru familière. Kendall chercha Corey Callaway sur Google et découvrit qu'elle était un talent médiatique en pleine ascension, qui pourrait bientôt se retrouver sur l'une des chaînes d'information nationales. Des commentateurs locaux notaient que, bien qu'elle fût suffisamment attirante, c'est-à-dire ni trop provocante ni trop ennuyeuse pour Fox News, son intelligence était plus adaptée à MSNBC, bien qu'elle dût développer un ton plus condescendant si elle rejoignait cette chaîne. Pour l'instant, cependant, elle jouissait d'une immense popularité dans l'actualité locale. Kendall pleura jusqu'à s'endormir cette nuit-là, et toutes les nuits de la semaine suivante, jusqu'à ce qu'elle se souvienne de l'histoire qu'elle s'était racontée. Kyle avait été cruel et émotionnellement violent, n'est-ce pas? Ce n'était qu'une question de temps avant que son nouveau mariage ne s'effondre, lui aussi. Kendall se força à revenir au présent, en pensant à ce que le divorce signifierait pour elle. Après avoir terminé son muffin aux œufs, Kendall insista pour que ses parents la ramènent chez elle. « Ce n'est pas une bonne idée, ma chérie, » dit son père. « J'ai besoin de parler à Dan. Je dois lui expliquer ce qui s'est passé. »« On peut arranger ça, Ken, » commença sa mère avec douceur. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » dit le juge. « Je me fiche de ce que le juge a dit, » rétorqua Kendall. « Ramenez-moi simplement à la maison. » Les parents de Kendall la conduisirent jusqu'à la porte d'entrée et la regardèrent sonner. Ils restèrent là avec elle pendant quelques minutes pendant qu'elle attendait. Puis Kendall sonna de nouveau. Comme il ne se passait rien, elle se mit à frapper à la porte. Dan passa un rapide coup de fil et ouvrit la porte sans retirer la chaîne de sécurité.
Tu n'as pas le droit d'être ici. Il y a une ordonnance restrictive qui t'empêche de t'approcher, dit Dan. J'habite ici, répondit Kendall. Comment sommes-nous censés réparer notre mariage si je n'ai pas le droit d'entrer dans la maison? Dan la fixa, incrédule. Le réparer? Je suis en train de divorcer. Il n'y a rien à réparer. Je ne vais pas rester marié à une menteuse, cruelle et adultère. Tu dois partir. Dan referma la porte, ce qui mit Kendall dans une rage folle. Elle se mit à frapper à la porte d'entrée. Laisse-moi entrer, pauvre connard lâche. Tu n'as rien vu de violent jusqu'à ce que tu vois ce que je vais faire à ton cul de trouillard. Ouvre cette putain de porte maintenant. Elle se mit à frapper avec acharnement. Les parents de Kendall, voyant à quel point leur fille était bouleversée, se mirent eux aussi à frapper à la porte. Alors que Kendall devenait de plus en plus hystérique, leurs supplications à Dan devinrent plus fortes et plus chargées d'émotions. Ouvre la porte, Dan, ou je te jure devant Dieu que je vais te tuer. Je vais te couper le cœur avec un couteau à steak. Hurla Kendall. Ouvre cette foutue porte, espèce de sale singe, cria son père. Je vais te descendre, mon gars. Dan sirotait son café et secouait la tête en regardant le flux vidéo de la caméra de la sonnette. Il vit la voiture de patrouille s'arrêter dans l'allée, et 2 policiers s'approchèrent du Porsche. Les policiers parlèrent avec le groupe pendant 1 minute, puis l'un d'eux s'avança et sonna. Dan ouvrit la porte et invita l'agent à entrer. Après avoir vérifié l'identité de Dan, l'agent lui demanda d'expliquer ce qui s'était passé. Il remarqua immédiatement les coupures et les ecchymoses sur le visage de Dan. Hier soir, j'ai confronté ma femme à propos de sa liaison, dit Dan, en montrant les ecchymoses. J'ai la preuve de la liaison parce que j'ai engagé un détective privé. Pendant la confrontation, elle a perdu le contrôle et m'a attaqué. Elle a été arrêtée hier soir et a comparu devant un juge ce matin. Une ordonnance restrictive a été émise lui interdisant de se trouver à cette résidence. Dan tendit à l'agent une copie de l'ordonnance du tribunal, que son avocat lui avait envoyée par courriel. J'ai aussi ça, dit Dan, en montrant à l'agent sa caméra. Il appuya sur play et ils regardèrent la vidéo montrant Kendall et ses parents en train de frapper à la porte et de proférer des menaces. L'agent se contenta de secouer la tête en regardant. Bon, ça me paraît assez clair. Envoyez-moi une copie de la vidéo, dit l'agent en tendant à Dan une carte de visite. Alors, il a activé le micro sur son épaule et a demandé 2 unités supplémentaires pour des arrestations multiples. Restez à l'intérieur et regardez ce spectacle minable depuis votre flux de caméra. Ne sortez pas tant que je ne vous dis pas que c'est sûr. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'officier a appelé son partenaire pour consultation. Ils ont examiné les images vidéo sur le téléphone de Dan, puis se sont approchés de Kendall et de ses parents pour les informer que tous les 3 étaient en état d'arrestation, Kendall pour violation d'une ordonnance restrictive, et tous pour intrusion et menace terroriste. Lorsque 2 autres voitures de patrouille sont arrivées, les agents ont procédé aux arrestations. La mère de Kendall est tombée dans l'hystérie, et Kendall elle-même a commencé à pleurer et à crier sur les agents. Le père de Kendall a tenté de forcer le passage devant les policiers pour rejoindre sa femme et a été plaqué au sol. Dire qu'il était choqué serait peut-être un euphémisme. Dan a appelé son avocat et a laissé un message vocal, Kendall et ses 2 parents viennent d'être arrêtés. Je crois que j'ai épousé une famille d'idiots. Le roi Kiss se sentait vaincu et humilié. Lui, sa femme et sa fille avaient tous été arrêtés un vendredi soir pour intrusion et menace envers leur gendre. Comme ils ont été arrêtés tard un vendredi, ils ont passé tout le week-end en prison à attendre une audience avec un juge. Le lundi matin, le roi et sa femme ont reçu des ordonnances restrictives leur ordonnant de rester à l'écart du domicile et de l'entreprise de Dan. De plus, la caution de Kendall a été révoquée, et il lui a été ordonné de rester en prison pour avoir violé l'ordonnance de protection et proféré des menaces terroristes contre Dan. Le roi et sa femme, Sarah, ont pu payer leur caution et ont été libérés, mais Kendall resterait en détention dans un avenir prévisible. Au fond de lui, le roi était conscient d'avoir échoué en tant que père dans l'éducation de Kendall. Elle était gâtée, égocentrique et peut-être narcissique, mais elle restait sa petite fille. Sa femme avait passé le week-end incarcérée dans la même cellule de prison que Kendall. Sarah a refusé de discuter de leur conversation, mais à sa libération, elle est apparue à la fois en colère et résolue. Le roi n'avait aucune idée de ce dont elles avaient parlé. Le roi a alors contacté l'avocat qu'ils avaient déjà engagé après la première arrestation de Kendall. Après avoir expliqué la situation,
l'avocat a exprimé sa sympathie, mais a informé le roi qu'il partait en vacances et qu'il ne serait pas disponible. Bien que cela fût vrai, c'était aussi exceptionnellement commode, car l'avocat considérait toute la famille comme dérangée et ne désirait rien de plus que de rompre les liens avec eux. Le roi a parcouru les pages jaunes, appelant avocat après avocat jusqu'à ce qu'il en trouve un qui puisse le voir immédiatement. Si le roi avait eu ne serait-ce qu'une once de connaissance des avocats, cela seul aurait dû servir d'avertissement. Rolly Cruz ressemblait peu à ce que l'on pourrait attendre d'un avocat. Mince, chauve, avec un nez crochu et de petits yeux de fouine, Rolly ressemblait plus à une buse perchée sur une ligne électrique, attendant patiemment la disparition de sa proie avant de fondre sur la carcasse. Une vague citation d'un cours de littérature lointain a surgi dans l'esprit de le roi, quelque chose à propos d'un regard affamé et maigre. Certains avocats qui courent après les ambulances faisaient de la publicité à la télévision et sur les panneaux d'affichage plus bas dans la chaîne alimentaire. D'autres faisaient de la publicité sur les bancs publics. Rolly Cruz avait le genre de visage qui semblait plus adapté au prospectus dans les salons de massage ou entre les segments sur Fox News. Rolly a esquissé un sourire de prédateur lorsque le roi lui a tendu la carte de visite trouvée dans les papiers de divorce de Kendall, mais le sourire s'est rapidement transformé en une grimace. Solomon, Klein et Davis. C'est quoi ce bordel? Je croyais que vous aviez dit que votre gendre était mécanicien. Comment peut-il se permettre escader avec un salaire de mécanicien? Il possède plusieurs garages, a répondu le roi. Je ne crois pas qu'il travaille lui-même sur les voitures. Rolly a levé les yeux au ciel. Choisissant de ne pas se fier à ses nouveaux clients pour des informations précises, il s'est tourné vers son ordinateur et a rapidement effectué une recherche Google pour Dan Kenner de Kenner Automotive. 12 succursales. Pas mal. Ça a l'air prometteur. Son entreprise a 12 succursales. Cela pourrait signifier une indemnité substantielle pour votre fille lors du divorce. Nous pourrions même être en mesure de l'obliger à couvrir tous mes honoraires d'avocat. Rolly ne s'est pas vraiment frotté les mains avec anticipation, mais il n'a fallu que peu d'imagination pour l'imaginer le faire. Va au diable. Rolly fixa son téléphone portable avec incrédulité. Il avait laissé un message à l'avocat de Dan, Dwight Solomon, qui avait finalement retourné son appel. Rolly avait exigé une réunion immédiate avec Dan Kenner et son avocat pour discuter d'une pension alimentaire temporaire. Dwight a répondu, puis a interrompu l'appel. Rolly a immédiatement rappelé Dwight Solomon, dans l'intention de lui dire ce qu'il pensait et de lui faire la leçon sur la courtoisie professionnelle entre avocats. Quelle partie de Va au diable n'avez-vous pas comprise? Demanda Dwight Solomon. Pas de salutation, pas de préambule. Vous voulez jouer dur? Alors, on va jouer dur, marmonna Rolly pour lui-même, en posant son téléphone sur le bureau. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il y avait une vidéo? Hurla Rolly à ses clients. J'avais l'air d'un parfait idiot dans cette salle de conférence. Rolly finit par réussir à joindre quelqu'un de chez Solomon, Klein et Davis. Une collaboratrice de première année l'appela pour fixer une conférence préliminaire. La présence des clients de Rolly n'était pas requise pour cette réunion initiale. La conférence s'avéra être une expérience profondément désagréable pour Rolly, du moment où il franchit le seuil des bureaux de SKD à celui où il s'éclipsa. Ce fut un effort long et délibéré pour embarrasser et humilier Roland Cruz. Tout commença lorsque Rolly entra dans la réception et donna son nom à la secrétaire. Il pensa que si un tas de crottes de chiens, laissés à sécher sur le trottoir, se mettait soudain à avoir des bras et des jambes, attraper une mallette et déclarer son intention de pratiquer le droit, il aurait été accueilli avec plus de chaleur que lui. Il fut promptement conduit hors de la salle d'attente et installé dans une petite salle de conférence, en étant informé que quelqu'un allait l'amener sous peu. L'amener? Elle a réellement dit l'amener, comme s'il était un bâton lancé à un chien. Rolly resta assis seul dans la petite pièce pendant 20 minutes avant que quelqu'un ne finisse par l'amener. Une enfant. Ou du moins, c'est ce qu'elle lui sembla, à peine sortie du lycée. En réalité, Lauren Davis avait 32 ans et était diplômée de la faculté de droit de Yale. Certains pourraient supposer qu'elle était devenue associée uniquement parce que son père, Lawrence Davis, était associé principal du cabinet. Ils auraient tort. C'était son talent naturel et sa véritable aptitude pour le droit qui lui avaient valu le poste d'associé junior avant même qu'elle n'ait 30 ans. Rolly ne savait rien de tout cela. Il jeta un coup d'œil à Lauren et la congédia dans son esprit. Quand Rolly s'assit dans la grande salle de conférence, il fut stupéfait de voir Lauren prendre le siège en face de lui. Il y avait de l'amusement dans ses yeux lorsque Rolly commença à énumérer les exigences de son client. Mais à mesure qu'il avançait,
ce regard amusé devint de plus en plus prédateur, voire même sauvage. Ils ont des images de votre fille agressant son mari. Ils ont des images de votre fille violant une ordonnance restrictive et proférant des menaces de mort. Ils ont des images de vous et de votre femme proférant des menaces de violence. Et ils ont un contrat de mariage, que, pour une raison que j'ignore, vous avez omis de me mentionner. Vous m'avez fait passer pour un étudiant en droit de première année au lieu de quelqu'un qui pratique depuis 30 ans, dit Rolly avec amertume. Toute l'expérience avait été humiliante pour lui, et il était furieux. Vous êtes viré en tant que client. Allez trouver quelqu'un d'autre pour gérer votre bazar. Voici ma facture pour le temps que vous m'avez fait perdre. Maintenant, foutez le camp de mon bureau. Kendall et ses parents étaient assis en face de Dan à la table de la salle de conférence. Kendall était habillée pour impressionner et savait qu'elle était belle. Elle voulait que son mari voie ce qu'il jetait par la fenêtre. Dan regarda silencieusement Kendall, ignorant ses tentatives de lui faire regretter sa décision de divorcer. Ils s'étaient mis d'accord sur tous les termes du divorce. Il n'y avait rien à partager. Chacun repartirait avec ce qu'il avait apporté dans le mariage. Dan avait acheté la maison pendant son premier mariage et en avait conservé la propriété exclusive. Kendall n'ayant jamais été ajoutée à l'acte de propriété, elle le prit comme un signe que Dan n'était pas pleinement engagé dans leur mariage. Dan, quant à lui, y voyait un signal subconscient qu'il n'avait jamais pleinement fait confiance à Kendall. Au final, ils avaient tous les deux raison. Dans le cadre du règlement du divorce, Dan demanda à Kendall de lui rendre son alliance et sa bague de fiançailles, et en échange, il lui rendrait son alliance. Elle plaça les bagues dans une enveloppe et la fit passer à Dan à travers la salle de conférence. Il n'avait pas d'enveloppe, alors il fit simplement glisser son alliance de son doigt et la poussa sur la table vers Kendall, où elle resta pendant le reste de la réunion. Lorsqu'ils se levèrent, ayant conclu l'affaire qui les avait réunis une dernière fois, Dan eut une dernière question pour Kendall. « Peux-tu me dire pourquoi tu avais une belle vie ? Je sais que tu m'aimais, et je t'aimais. Pourquoi as-tu tout gâché pour une aventure ?» Kendall soupira et leva les yeux un instant avant de croiser le regard de Dan. « Je ne sais pas, ennui ? Agitation ? Pour augmenter mes chances de promotion ? Peut-être les trois. Que veux-tu ? Que je dise, Dan, je regrette de t'avoir trompé ? Je regrette de m'être fait prendre. Je ne peux pas dire que je regrette la liaison ou le sexe. C'est ce que je suis. Mais tu étais un bon mari. Je n'étais juste pas une bonne épouse. Je ne sais pas si je serai jamais une bonne épouse pour qui que ce soit. Dan acquiesça. Kendall ne lui avait rien dit qu'il ne sache ou ne soupçonne déjà. Kendall ramassa son sac à main et ses documents et se tourna pour partir. Kendall. Elle se retourna et regarda Dan, qui montra son alliance, toujours posée sur la table de la salle de conférence. Tu devrais probablement prendre ça.